bienvenue sur Santé Plus, l'émission médicale consacrée aux questions de santé. Je suis aujourd'hui, pandémie oblige, seul dans ce studio, mais seul mais pas abandonné, car Agnès Renard, qui est la co-présentatrice de cette émission, est dans notre studio de confinement. Et nous accueillons tous les deux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, et la joie et l'honneur d'accueillir Jacques Guérin, qui est le président de l'Ordre national des vétérinaires. Bonjour Monsieur Guérin, Monsieur le Président. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit au nom de la profession de vétérinaire un courrier, une lettre adressée au président de la République pour dire que vous êtes mobilisé dans cette période de pandémie, mais que vous regrettiez d'une manière générale que la profession de vétérinaire, je cite, soit insuffisamment prise en compte pour prendre en charge les politiques de santé publique et de manière plus particulière l'absence ou la quasi-absence du corps professionnel du vétérinaire à la question de la crise sanitaire, la Covid-19. C'est une question très légitime que vous posez au président de la République et je me demande pour quelles raisons il y a, semble-t-il, donc une barrière infranchissable entre deux professions qui sont tout à fait voisines. Alors, je ne sais pas si la barrière est infranchissable. Il s'avère en l'occurrence que dans le cadre de la Covid-19, nous avons l'expérience de la première phase de confinement sur une maladie qui est essentiellement, il faut le convenir, une maladie humaine pour laquelle, effectivement, nous constatons, nous vétérinaires, que les politiques publiques, les responsables des politiques de santé publique n'ont pas fait appel aux vétérinaires de manière significative, au moins dans la première phase de confinement, même si les choses se sont, je dirais, améliorées depuis cet été. Notamment, on pourrait prendre l'exemple de l'aide que m'ont apporté les vétérinaires dans le dépistage, le diagnostic de PCR notamment. Agnès ? Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Peut-être que pour que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi tout l'apport que pouvait apporter la santé animale et le monde des vétérinaires, peut-être faut-il nous expliquer qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Est-ce que il aurait fallu en fait travailler plus main dans la main pour faire des enquêtes de terrain d'un point de vue épidémiologique? Ou est-ce que c'est ça que vous voulez dire en premier? Est-ce que dans l'enquête et dans la recherche de ce qui a pu se passer, notamment en Chine, à propos du pangolin et de la chauve-souris, est-ce que c'est là où vous auriez dû être? Je ne sais pas d'ailleurs si les épidémiologistes sont allés sur place, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Écoutez, je crois que dans une telle crise, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir diagnostiquer très rapidement les signaux faibles, les premiers signes de la maladie, les premiers signes d'entrée de la maladie en France. Si on loupe cette étape-là, et on l'a vu par la suite, puisque ça a été le cas, même si je ne suis pas ici donneur de leçons, et je considère que la situation était extrêmement complexe et difficile, mais la détection de ces prémices permettent à tout le système d'épidémiosurveillance, à tout le système d'isolement, de zonage des zones à risque ou de prévention de se mettre en action. Et clairement, la question des masques, la question du dépistage, aurait pu, à mon avis, être détectée ou mise en œuvre plus rapidement. Je crois que ce qui est l'expérience des vétérinaires, c'est la gestion non pas centrée sur l'individu, comme le fait la santé humaine, et c'est bien normal, on a des patients, il faut les soigner, mais il manque, à mon avis, un pan, un volet à cette stratégie, c'est la stratégie au niveau de la population. Et il est important de voir comment un virus diffuse dans une population, comment un virus va s'installer atteindre, contaminer les différentes strates de la population humaine. Voilà, c'est cette expérience-là que nous avons avec les coronavirus animaux. Il faut rappeler que le premier coronavirus a été détecté chez un animal par un vétérinaire. C'est un virus qui a un comportement un peu particulier, dont nous avons l'habitude et que nous savons gérer.
nous avons aussi l'expérience de ces crises animales, certes, mais de ces crises de population, d'espèces. Et je crois que voilà, une synergie, je ne dis pas qu'il faut faire à la place d'eux, mais il faut entendre aussi les compétences vétérinaires pour aider les épidémiologistes, les politiques publiques de santé, et puis faire comprendre finalement l'intérêt pour une population d'appliquer un certain nombre de contraintes pour éviter cette propagation. Et alors je vais poser une question de Béotien. Quelles sont les principales différences entre le fait d'être vétérinaire et le fait d'être médecin, en dehors des patients respectifs évidemment, mais parce que en principe c'est pratiquement la même chose? Alors, je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose. N'ayons pas, faut rester humble dans notre approche. D'abord, nous avons des études qui sont médicales, mais séparées entre une espèce, l'homme, et puis de l'autre côté, des vétérinaires qui vont traiter une multitude d'espèces. Alors, nous n'avons pas une approche centrée sur le malade, hormis peut-être maintenant la médecine auprès des animaux de compagnie qui fait des progrès dans ce sens-là, mais l'histoire même de la profession vétérinaire, c'est quand même le soin et la santé des animaux de la ferme, de la production. Et donc, on a plus une approche, si vous voulez, nous, populationnelle, mais aussi une approche santé publique. Donc, ce qui nous intéresse en dehors de la santé animale, c'est aussi de protéger l'homme pour que des maladies qui sont des maladies animales n'y ait pas un transfert d'espèces vers l'homme. Alors, nous avons des points communs, hein, nous avons des matières communes, nous avons par exemple des vétérinaires et des médecins qui font de la pathologie comparée pour essayer de gagner en compétences les uns comme les autres. Nous avons aussi des études qui sont faites au niveau des modèles animaux avant de devenir des études au niveau du modèle humain. Donc effectivement, nous avons des passerelles entre nos deux métiers, mais fondamentalement, nous ne disposons pas des mêmes moyens et nous ne disposons pas des mêmes infrastructures. Voilà, en l'occurrence, je pense qu'il faut rester chacun dans son métier, dans sa formation, dans son approche. L'enjeu aujourd'hui est plutôt la complémentarité de nos formations médicales humaines de l'autre côté, médicales santé animale de l'autre côté. Agnès ? Conjuguer des vétérinaires et des programmes sanitaires de public, est-ce que l'appel que vous avez fait au président de la République a permis d'engager soit des groupes de travail? Est-ce que du coup, on aborde cette troisième vague ou peut-être pas, en tout cas la deuxième phase de cette pandémie, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place? Est-ce que cette complémentarité de compétences va se transformer en quelque chose d'opérationnel? Alors je dirais que la grande différence entre la première vague et la vague dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la deuxième séquence de confinement, c'est quand même le recours maintenant habituel aux capacités de diagnostic des laboratoires de biologie vétérinaire. Et finalement, la biologie vétérinaire, c'est un excellent exemple, hein, puisque il y a quelques années, je vais remonter à 2013 à peu près, on a vécu une séparation de la biologie vétérinaire et de la biologie humaine. Et donc, à un moment donné, une autre personnalité politique qui a dit une phrase que chacun connaît, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Et effectivement, ça a été le symbole d'une séparation de la biologie vétérinaire et de la biologie humaine. Or, aujourd'hui, que constatons à l'aune de cet été 2020, c'est que finalement, il a été reconnu l'intérêt pour monter le niveau de détection des cas de Covid, l'intérêt de disposer du matériel de laboratoire des vétérinaires. Et nous sommes habitués au niveau vétérinaire, puisque, encore un autre adage qui est partagé par tout le monde, un animal, ça ne parle pas. Donc ça ne dit pas là où ça a mal. Donc ça veut dire que pour arriver à un diagnostic, nous avons besoin d'étudier les symptômes, nous avons besoin de recourir à des capacités d'analyse de laboratoire, et nous avons donc des instruments qui sont extrêmement sophistiqués et adaptés à des grandes échelles et à des grandes populations. Et c'est là où on voit que la convergence entre deux professions peut être efficace, et c'est ce que l'on montre aujourd'hui en ayant contribué à monter le nombre finalement d'analyses qui sont faites chaque jour pour le dépistage. Alors la Covid-19 est d'origine animale
En savez-vous, ou pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ça vient du pangolin, de la chauve-souris. Est-ce que ce sont nos habitudes de consommation, ou peut-être des habitudes de consommation des Chinois qui consomment des animaux sauvages en grande quantité? Est-ce que c'est ça l'origine de cette pandémie? Alors, en tant que président de l'Ordre, je n'ai pas de réponse à cette question. Je crois que c'est l'objet aujourd'hui d'études de scientifiques qui essayent de remonter un peu la piste qui est à l'origine de cette contamination mondiale sévère. Alors, est-ce que c'est les scientifiques qui auront le dernier mot ou est-ce que ce sont les historiens qui auront ce dernier mot? Nous le verrons. Ce que je peux dire, c'est que clairement, cette pandémie montre finalement une interrelation importante entre la faune sauvage, la faune domestique et finalement le passage interespèce vers l'homme. Et je crois que ce qui est important à comprendre, c'est bien que nous sommes dans un système qui interagit entre les écosystèmes dans lesquels vivent les animaux sauvages, les écosystèmes dans lesquels vivent les animaux domestiques et la proximité avec l'homme. Et on a bien vu sur d'autres modèles qui sont par exemple l'influenza aviaire hautement pathogène, on a vu qu'en Asie, le fait que nous ayons de la proximité entre les hommes et les animaux a favorisé le passage viral d'interespèces, même si ça n'a pas été aussi contaminant que ne l'est aujourd'hui le Covid-19. Pour autant, on a remarqué ce passage de la faune sauvage à l'homme via la faune domestique. Et nous avons plusieurs autres modèles qui aujourd'hui nous disent que ces passages-là sont possibles. Alors pas à l'échelle, bien entendu, encore aujourd'hui de la crise actuelle, mais sur des passages peut-être plus modestes. Et donc une adaptation de certains pathogènes, qu'ils soient des bactéries d'ailleurs ou des virus, à un hôte qui est finalement l'hôte sensible, l'homme sensible parce qu'on voit les dégâts aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire que les risques de transmission entre les humains et les animaux ont augmenté? Si oui, est-ce qu'ils ont beaucoup augmenté et est-ce qu'ils continueront d'augmenter demain? Alors, il est certain que les modèles ou les scientifiques nous disent que pour avoir un passage d'une espèce à l'autre, le virus nécessite des mutations. Et il faut à peu près une dizaine d'années. Jusqu'ici, c'était à peu près le modèle qu'on avait en tête pour que nous puissions constater concrètement le passage d'un virus animal vers un virus adapté à l'homme. Et quand je dis adapté à l'homme, c'est-à-dire qu'il est capable de se reproduire, de se transmettre en interne de la population humaine. Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'homme agit sur les écosystèmes dans lesquels vivent les animaux sauvages. Et quelque part, on a une défense de territoire. Il faut bien que ces animaux sauvages puissent se nourrir. Et quand ils ont détruit leur habitat, ils se rapprochent des endroits où il y a de la nourriture, et notamment la nourriture qui est donnée aux animaux domestiques. Donc c'est par cette promiscuité, effectivement, que les individus s'échangent leurs bactéries, leurs pathogènes, leurs virus, et que parfois, ces virus passent dans la faune domestique et parfois vis-à-vis de l'homme. Donc effectivement, faisons attention à ne pas réduire les distances entre faune sauvage, faune domestique et l'homme, et nous aurons moins de risques d'avoir des contaminations. Sachant qu'aujourd'hui, on parle des contaminations qui arrivent, alors peut-être par un pangolin, peut-être par une chauve-souris, mais nous pourrions aussi parler de tous ces pathogènes qui sont transférés soit par les tiques, soit par les moustiques. Donc vous avez différents vecteurs qui peuvent, transmettre et véhiculer ces pathogènes d'une espèce animale vers l'espèce humaine. En tout cas, grâce à l'action conjuguée des vétérinaires et des programmes sanitaires publics, ainsi qu'au progrès de l'industrie biologique industrielle, que de grandes maladies ont disparu aujourd'hui en France et en Europe. Alors je cite la frève afteuse, la tuberculose bovine, la brucellose, la salmonellose. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont organisées ces collaborations ? Alors d'abord, je crois qu'il faut corriger un peu votre propos qui est très optimiste, et c'est bien, mais je dois dire que la seule maladie qui soit éradiquée aujourd'hui dans le monde, et la maladie animale, la seule, c'est la peste bovine qui a été déclarée éradiquée en 2011. En ce qui concerne la fièvre afteuse, que ce soit aussi la tuberculose, la brucellose, la salmonellose, on a effectivement en France et en Europe une situation sanitaire qui est exceptionnelle, qui est au top. Cependant, ça ne veut pas dire que ces pathogènes-là ont disparu complètement. Ils sont dans certains coins latents
et de temps en temps, il réémerge. Donc il faut être très, je dirais, précautionneux vis-à-vis de ça. Et c'est là où je dirais qu'entre médecins humains qui va diagnostiquer à bas bruit des pathologies ou des maladies chez l'homme, et le vétérinaire qui de l'autre côté fera sur la faune sauvage ou sur la faune domestique, nous avons un intérêt à développer de manière commune ce qu'on appelle un réseau d'épidémiosurveillance. C'est-à-dire une plateforme dans laquelle nous allons remonter toutes les données, qui sont des données à bas bruit, des données faibles, mais qui peuvent se renforcer par moment ou par région, pour finalement mettre en partage et alerter au bon moment les pouvoirs publics d'une situation qui se dégrade et mettre en place les mesures qui s'imposent. Et donc les mesures, que ce soit du confinement, que ce soit de l'isolement, que ce soit de la vaccination, ou que ce soit des précautions basiques d'hygiène, ne serait-ce que, je dirais, le premier geste barrière que nous avons quand nous avons des animaux, c'est de se laver les mains quand nous les caressons ou quand nous jouons avec eux. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être simples, tout n'est pas compliqué. Et c'est ça la complémentarité entre deux professionnels, l'un de santé humaine et l'autre de santé animale. Alors si cette volonté de prévenir et de traiter les pandémies mondiales ensemble, elle existe, on dit en tout cas qu'elle s'est traduite à travers l'OMS par la stratégie dite One Health, une seule et même santé. Alors c'est une organisation mondiale. Est-ce que vous pouvez, est-ce que ce réseau d'épidémiologie, de surveillance, il rentre dans ce dispositif? Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes expert en santé animale, vous pouvez nous définir ce que c'est que cette stratégie One Health et ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire cette surveillance des pandémies mondiales? Comment ça s'organise en fait quand on est président de l'ordre des vétérinaires, quand on est à l'ordre au niveau national et international? Alors d'abord, je souhaiterais rendre à César ce qui appartient à César. Alors le concept One Health, c'est un concept qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé animale dans les années 2000 et qui est porté plutôt par la partie vétérinaire. Donc nous avons à Paris le siège de cette Organisation mondiale de la santé animale, il faut le souligner, qui est présidé par une consoeur vétérinaire, Madame Monique Elloy. Et cette organisation travaille effectivement main dans la main avec l'OMS, mais aussi avec la FAO. C'est une organisation qui va produire des normes, et notamment un code terrestre des animaux, et dont vous savez que très dernièrement, le ministre en charge de la diplomatie française, M. Le Drian, a annoncé la création ou la volonté de créer un haut conseil, une seule santé, pour mettre plus de liens entre ces différentes organisations mondiales qui se chargent de la santé et des codes. Donc l'idée de cette Organisation mondiale de la santé animale, c'est bien de travailler dans tous les points du monde la santé des animaux, le bien-être qui est une composante de la santé des animaux, la santé publique, et donc notamment de mettre en place tout ce dont je vous parlais, alors via des structures privées ou des structures publiques, mais j'insiste beaucoup sur des structures liées à l'État, qui permettent de mettre en place tout un réseau de recueil de données et d'épidémiosurveillance. C'est ce qu'on appelle les services publics vétérinaires, et c'est ce qui est, à mon avis, la base pour permettre de surveiller comment des maladies peuvent émerger à l'un ou l'autre des coins du monde. Alors à propos de la vaccination, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, s'il fallait vacciner subitement toute la population avec de nombreux vaccins disponibles, est-ce qu'on pourrait envisager aussi que les vétérinaires puissent vacciner dans les lieux où il n'y a pas, où les gens sont loin d'une ville, d'une pharmacie ou d'un hôpital? Alors aujourd'hui, la barrière n'est pas franchie de dire qu'un vétérinaire pourrait faire un acte de médecine sur un homme. Je pense que là, on n'en est pas encore à ce niveau-là de demande. Pour autant, les vétérinaires, ils vaccinent des animaux qui sont souvent pas
pas aussi docile, je dirais, qu'un homme ou une femme qui vient dans une consultation chez un médecin. De temps en temps, il faut d'ailleurs, dans nos pratiques, être assez agile pour pouvoir vacciner sans se faire griffer ou mordre. Je ne vois pas en quoi, si vous voulez, c'est un acte qui est relativement simple. Bon, voilà, il faut l'encadrer de normes d'hygiène et de méthodologie, on est bien d'accord, mais je pense qu'on fait partie de ces professions qui pourraient, si c'était utile, donner un coup de main. On le serait aussi bien que certaines professions médicales qui n'ont pas cette habitude de manier la seringue pour pratiquer ce type d'acte. Alors évidemment, ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes, et cette barrière pour l'instant est complètement étanche. Bon, je le conçois, hein, je n'ai pas de revendication particulière par-dessus, mais si un jour on veut être très efficace et puis trouver des bras pour vacciner un nombre important de personnes en un temps record, je crois qu'il n'y a pas de raison objective que nous puissions, nous passer de la main-d'œuvre vétérinaire. Est-ce qu'aujourd'hui les vétérinaires ont entre guillemets, une mission de service public, qu'ils soient en région ou dans des grandes villes? Est-ce que chacun a une mission de service public? Comment s'est organisé en fait les missions de service public au sein de la communauté des vétérinaires? Alors vous savez que le modèle français est un modèle très particulier au niveau mondial et qu'on essaye d'ailleurs de faire prospérer dans d'autres pays. D'autres pays s'en inspirent d'ailleurs, hein, je pense déjà aux pays du Maghreb notamment, puisque les vétérinaires ont finalement un partenariat public-privé, on va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'en dehors de leur activité libérale privée, ils ont ce qu'on appelle une habilitation sanitaire pour les élevages et notamment aussi pour les chevaux. On parle d'élargir cette habilitation aux animaux de compagnie aussi. Et donc, ce qui permet aux vétérinaires d'agir pour le compte de l'État ou dans le cadre de missions ou de prérogatives qui sont transférées par l'État. L'idée est notamment de faire des actes de police sanitaire, de faire des actes de surveillance de certaines maladies qui sont contagieuses pour l'homme. Et c'est ce que nous avons connu il y a quelques années avec les grandes prophylaxies contre la brucellose, la tuberculose. Et donc l'idée, effectivement, c'est que les vétérinaires sont dans ces missions-là finalement pilotés, je dirais, par les préfets et ont une capacité à intervenir pour certifier un certain nombre de choses. Donc, ils le font en concours avec leurs confrères des services vétérinaires et l'ensemble, finalement, de ce partenariat public-privé fonctionne très bien puisque notre statut sanitaire vis-à-vis des animaux aujourd'hui est excellent. Okay. Vous avez parlé d'autres modèles à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui sont, d'après vous, aussi des modèles de référence comme celui de la France? Si vous aviez des choses à prendre des autres pays, quelles seraient les bonnes idées justement sur cette habilitation sanitaire? Est-ce qu'il y a des modèles que vous trouvez très remarquables? Vous avez parlé des pays du Maghreb, par exemple. Alors, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé animale considère que pour avoir, ce qui est important, c'est d'avoir de la présence vétérinaire dans les territoires et susceptible d'intervenir sur les problèmes de santé animale. Et pour avoir un vétérinaire dans un endroit, il faut qu'il puisse en vivre de son métier. Et donc, nous avons notamment aujourd'hui, alors je ne vais pas aller dans les pays du Maghreb, mais je vais aussi parler de la France, des soucis vis-à-vis de la présence de vétérinaires dans certains territoires ruraux dans lesquels la densité d'élevage est faible et dans lesquels l'activité économique privée libérale aujourd'hui n'est pas équilibrée. Donc nous regardons comment les choses se passent en Europe et on partage d'ailleurs cette problématique avec nombreux pays européens du désamour ou de la capacité de certaines zones à être sous-denses en élevage ou en vétérinaire. Et on voit certaines pratiques d'État, notamment de soutenir plus fortement les vétérinaires, y compris pour en faire des vétérinaires communaux, hein, comme oui. Nous avons notamment, je dirais, en Suède,
notamment dans le nord de la Suède. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'équilibre économique, il faut bien que l'État intervienne pour permettre la présence continue de vétérinaires et que les vétérinaires puissent agir dans la surveillance des maladies animales. Donc il y a d'autres effectivement modèles. Tout dépend du maillage en fait d'élevage et du maillage vétérinaire et du développement des services vétérinaires dans ces pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes rattrapés par le chronomètre, ou plutôt c'est nous qui l'avons rattrapé. Merci beaucoup, Agnès Renard. Monsieur le Président, vous nous avez laissé une image d'un vétérinaire seringue à la main, courant dans la campagne derrière des tigres ou des chevaux. C'était une image que j'ai trouvée très amusante. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Agnès, de l'avoir préparée. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'y avoir participé. Et je vous dis à bientôt sur Santé Plus. Portez-vous bien. Merci. Merci.